Comme pour beaucoup d'autres compositeurs, il y a trop de choses à dire sur Schumann et il sera certainement très difficile de se limiter à quelques exemples commentés brièvement, mais je vais faire de mon mieux. Je vous propose de considérer ensemble 4 exemples. Le premier tiré de cette fameuse production pré-1840, musique pour piano aux formes indéterminées à l'avance en tout cas, non traditionnelles. Un exemple de Lied, un exemple de la littérature symphonique et un exemple du répertoire pour concerto. Commençons donc avec le Carnaval, opus 9, qui date de 1835. Parcourir la partition est assez révélateur de ce que je vous disais dans la vidéo de généralité sur le caractère complexe de Schumann et les renvois à la littérature. Déjà, Carnaval, évidemment, ce n'est pas un genre classique. Scène mignonne sur 4 notes. Mignon, c'est un autre terme assez typiquement romantique qu'il faudrait définir, qui renvoie évidemment à Mignon d'en Faust de Goethe, qui a pris un sens un peu différent aujourd'hui, mais c'est exactement comme poésie, comme roman, etc. Ce sont des termes que le romantisme a utilisés également parce qu'ils n'avaient pas un sens très bien défini. Et puis 4 notes, bon, voilà une énigme, on va voir si on arrive à repérer laquelle. Et ce sont des scènes. Déjà dans le sous-titre, on a l'idée de quelque chose qui ne répond pas à une forme classique, mais où il y a quand même un contenu formel important sur 4 notes. Bon, regardez maintenant les titres des pièces, sans regarder même ce qu'il y a dedans. Préambule, d'accord. Ce n'est pas une ouverture, ce n'est pas une introduction, c'est un préambule. Pierrot, personnage de la Commedia dell'arte, Harlequin, d'accord. Personnage typique du carnaval, justement. Valse noble. Tiens, Eusebius, on en parlait tout à l'heure, et bien sûr, Florestan suit immédiatement. Donc là, c'est une mise en scène de ces personnages imaginaires de Schumann représentant les deux caractères antagonistes qui sont compris dans sa propre personnalité. Coquette. Réplique, Sphinx. Alors celui-là, il faut tout de même que je m'y arrête, avant de passer au Papillon, qui est aussi le titre d'une autre pièce de cette époque-là, qui fait aussi référence à la littérature. Voilà sans doute la réponse à l'énigme, ou plutôt la suite de l'énigme. D'ailleurs, Sphinx, c'est on va dire dans la mythologie occidentale, généralement, pas seulement chrétienne, même si ça a été repris par la littérature chrétienne. Le Sphinx, ou les Sphinx en général dans l'Antiquité, ce sont des monstres qui posent des énigmes. Les plus connus étant, évidemment, c'est tiré de là, de la mythologie grecque. Il faut répondre à l'énigme pour ne pas être dévoré, typiquement. Donc, il y a une idée de secret. Et là, bon, ben, l'énigme, elle se situe dans ces grandes notes qui sont 2 fois au nombre de 4. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Évidemment, c'est un Allemand qui a écrit ça, il a étudié son Bach, il a eu aussi l'idée qu'on pouvait représenter des textes, des noms, des mots par des notes. Et ici, si vous le lisez en allemand, mi bémol c'est S, do c'est C, si c'est H, H, et là c'est A. Donc, S-C-H-A, S-C-H-A, chat. Ce sont les 4 lettres que vous trouvez et qui sont mettables en musique dans le nom de Schumann. En effet, tout le monde n'a pas la chance d'avoir comme Bach un nom qu'on peut entièrement mettre en musique avec le système des notes allemandes. Donc Schumann a manifestement pris les 4 lettres qu'il pouvait mettre de son nom. Donc ça le représente lui. Ces 4 notes-là, c'est une sorte de signature musicale de Schumann. Et alors les 2 autres, la bémol, do, si, la bémol c'est As, C-H, et ici A, S, C-H. Les 2 fois, ça représente H, et H se trouve être A-S-C-H, hein, aujourd'hui c'est A-S tilde. C'est une ville qui était autrefois en Allemagne, enfin je crois que c'était dans le royaume de Saxe, aujourd'hui c'est en Tchéquie, et dans laquelle vivait la fiancée de Schumann de l'époque, Ernestine von Frick. Donc c'est une sorte de déclaration d'amour cryptique entre Schumann et H représentant Ernestine von Frick, à travers ces notes. Et ce que nous dit Schumann par les scènes mignonnes sur 4 notes qu'on a lues tout à l'heure, c'est que ça, c'est en quelque sorte la structure commune de toutes les pièces. Et en effet, une analyse serrée montre que ces notes sont souvent présentes comme des éléments thématiques, mais pas de façon très claire dans les différentes pièces. Parfois c'est clair, parfois beaucoup moins, de ce recueil de scènes carnaval. D'ailleurs, après Papillon, vous les trouvez ici carrément, lettres dansantes A-S-T-H, S-T-H-A, H, chat, comme H. Schumann. Et bon, là, le rapport avec les notes utilisées est assez clair.
Et puis, ça ne le dérange pas, même si sa fiancée, c'est Ernestine von Friquet, de dédier aussi une pièce, une scène à Carina, c'est-à-dire à Clara Wieck, qui deviendra Clara Schumann. Ensuite, il y a Chopin, et là, je vous encourage vivement à l'écouter, de même que tout le reste du recueil, parce que la vision que Schumann a de Chopin, déjà très peu de temps après l'avoir découvert, est assez bluffante. Il a assez bien saisi l'essence, notamment au niveau harmonique, de la construction de Chopin. C'est très drôle, parce qu'en commençant la bémol majeur, tiens, As de nouveau, et déjà 4 mesures plus tard, on a déjà modulé. C'est assez frappant, et puis l'idée de grandes gerbes sur lesquelles se déploie une mélodie est aussi assez parlant. Bon, etc. Estrella Reconnaissance, il y a Paganini un peu plus loin, pourtant en Colombie, on revient à la Commedia dell'arte. Voilà Paganini, bon, je crois que ça se passe de commentaires. Et puis on finit, après un aveu et une promenade, par une pause, d'ailleurs, et une marche. Les Davidsbündler, c'est le nom que Schumann a donné à un club imaginaire dans lequel se réunissaient tous ces personnages plus ou moins imaginaires, ceux qu'il aimait bien, dans son monde. Donc, non seulement, bien sûr, Florestan et Eusebius, c'est-à-dire lui, mais aussi Paganini, Chopin, éventuellement Liszt, etc., Chiara, et bref, tous les personnages qui font partie pour lui des compagnons de David, c'est-à-dire des défenseurs du vrai art. Et contre qui marche-t-il? Contre les Philistins, qui eux sont en gros les Biedermeier, c'est une référence biblique, hein, l'idée de marcher contre les Philistins comme l'a fait Jésus dans la Bible. Façon de dire, nous sommes les compagnons de David et nous allons amener le vrai message artistique, le message romantique à ces Philistins qui vendent de la poudre aux yeux, de l'art Biedermeier, du divertissement. Et il y a un côté caricatural, notamment dans la fin, qui est assez évident dans cette pièce. Bon, donc évidemment, toutes ces pièces-là n'ont pas de forme préétablie. Vous ne pouvez pas trouver des formes sonates là au milieu. Et par contre, vous pouvez vous amuser à regarder un peu la façon dont Schumann écrit. On parlera notamment de la question des appoggiatures qui est caractéristique de l'écriture de Schumann. Et une autre chose qui apparaît de façon claire dans notamment cette pièce Eusebius, regardez le rythme. Ceci, ce sont des septolets. Il y a un petit 7 dessus. Vous avez des quintolets, des triolets après. C'est le rubato écrit. Le rythme joue un rôle très important chez Schumann, où vous avez très souvent une sorte de mélodie planante qui enjambe les barres de mesure, où on ne sait pas exactement où va se trouver le premier temps, avec beaucoup de syncopes, beaucoup d'appoggiatures, beaucoup de détours. Une sorte de brouillard rythmique dans lequel on entre. La difficulté du rythme de Schumann est très grande parce qu'il faut éviter de faire ça, c'est un prof de solfège qui vous le dit, il faut éviter de faire ça de façon exacte et mécanique parce que ça ne rend absolument pas l'idée, mais de le faire de façon kitsch et sentimentale ne va pas non plus. Il faut trouver un juste milieu qui n'est pas facile du tout, de même que le personnage de Zébius. Et vous verrez, évidemment, ça vous donne des 7 contre 2, des 5 et 3 contre 2 avec encore un triolet là-bas en bas. C'est une écriture du rubato qui ressemble évidemment à l'improvisation. C'est comme si l'improvisation était écrite, en l'occurrence pour figurer le personnage timide et introverti qui n'ose pas trop poser les pieds par terre de Eusebius. Et ensuite, on a évidemment quelque chose de très différent pour Florestan. Vous pouvez vous amuser à faire une analyse formelle. C'est souvent des sortes de formes ABA avec des variantes, mais vous ne pouvez pas l'anticiper. C'est ça qui est vraiment important. Ce n'est pas une forme préétablie. Florestan, par contre, lui, il est passionné, et comme vous voyez, il va dans tous les sens, il ne sait pas trop quelle est sa tonique, il commence par nous faire croire que c'est sol, finalement il va changer de tempo et de tonalité, il va revenir en sol, il va rechanger de tempo, enfin bref. Le mieux, je crois que c'est encore d'écouter la musique, de commenter, ça ne sert pas à grand-chose. Comme tous les concepts que j'essaye de mettre en avant, écoutez la musique, vous verrez de quoi Schumann est capable. Et ça finit complètement un pied en l'air, sur une septième de dominante attendez voir, en 4-3, et il n'y a pas de fin. À la limite, la plupart des interprètes enchaînent avec la scène suivante, mais rien n'indique qu'il faille le faire. Donc, comme on peut s'y attendre avec Florestan, qui finit par décomposer son thème, par avoir des sortes d'impulsions, on ne sait plus exactement où il va finir, voilà, la pièce se termine pratiquement dans le vide. Bien, ça c'est une écoute donc recommandée, en tout cas certaines scènes de Carnaval de Schumann. Vous pouvez aussi aller regarder Kreisleriana. Kreisleriana, c'est une référence à Johannes Kreisler, qui est un personnage de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Vous trouvez pas mal de pièces de piano de cette époque-là qui font référence plus ou moins directement à soit des personnages, soit des romans de Jean Paul, de Hoffmann, etc. Deuxième exemple, 1840, là on est entré dans les formes traditionnelles, l'année où il se marie avec Clara, enfin, Schumann écrit des lieder, c'est l'année du lied, il a tendance à écrire par vagues successives de genres différents, 1840 c'est l'année du lied. Et ici, j'ai pris le premier lied des Dichterliebe. Alors, le titre est de nouveau révélateur, les amours du poète. Dichter, c'est le poète.
C'est un lied qui est très connu et dont je vous recommande chaudement une analyse harmonique, d'autant plus que ce n'est pas très difficile à faire. Alors, vous pouvez vous poser la question, vous pourriez même faire pause à la vidéo si vous voulez faire un petit peu ça de façon ludique. Quelle est la tonalité de ce début de lied? Je vous laisse faire pause si vous voulez. Et si votre réflexe est d'aller regarder la tonalité à la fin, et ben voilà la fin, vous pouvez refaire pause et me donner votre conclusion. La seule conclusion viable, c'est Fa dièse mineur. Mais on termine sur une septième de dominante. Et de même au début, on commence en Fa dièse mineur. Ça, c'est un 4 en 6 avec une superbe appoggiature, et de nouveau une ségère où on ne sait pas exactement où est le temps fort, on ne sait pas exactement ce qu'est la mélodie et ce qu'est l'accompagnement, hein. Tout est fondu, ça c'est génial chez Schumann. 5-7, cadence phrygienne en fait, recadence phrygienne. Mais en fait, l'accord de Fa dièse mineur, vous allez l'attendre toute votre vie. Il n'y a pas un seul accord de Fa dièse mineur dans ce lied. Je le trouve vraiment, c'est un petit bijou, je le trouve vraiment extraordinaire au niveau du traitement de l'harmonie, justement, ça permet complètement de comprendre comment Schumann s'y prend. Si vous chantez seulement la mélodie, dans le magnifique mois de mai, l'amour s'est réveillé. Hein. C'est vraiment un début de cycle de lied comme Schubert aurait pu aussi le choisir. Bon, c'est plutôt simple, plutôt printanier et plutôt, on pourrait même dire trivial. Ça fait assez mélodie de marche. On pourrait imaginer une harmonisation très simple en La majeur qui poserait aucun problème, même jusqu'à la fin. Et il y a 2 strophes, et malgré les apparences, c'est strophique. Hein. Schumann fait 2 fois la même chose. Mais en fait, ce qui est assez génial, c'est que cette mélodie implique de façon assez claire la tonalité de La majeur. Et effectivement, l'apparition du chanteur fait glisser l'harmonie vers La majeure. Vous pouvez voir, c'est pas exactement ça, mais si, c'est exactement ça. 2, 5, 1, avec encore un petit retard au milieu. Et ensuite, il va refaire la même chose. Donc, la voix a réussi à faire aller, tant bien que mal, le piano vers La majeure. Et ensuite, on va avoir une modulation vers Ré majeur, comme vous pouvez s'y attendre. Mais vous voyez que cette modulation, alors qu'on aurait pu faire 4, 5, 1, Schumann, le piano, disons, n'a pas l'air complètement d'accord. Lui, il fait un petit détour par si mineur, et il y a plein d'appoggiatures et de notes chromatiques. C'est des choses qu'on travaille en solfège avec mes étudiants. Là, vous avez l'accord si, ré, fa dièse, mais si, ré, mi, fa, la, si, sol, fa. On tourne autour des notes de l'accord. Et ensuite, si bémol, sous dominante mineure, la et ré majeur. Autrement dit, l'harmonie de la voix est relativement simple si vous regardez que la mélodie de la voix, mais l'accompagnement du piano a tendance à rajouter une dimension supplémentaire, comme si le piano n'était pas tout à fait d'accord. Il se laissait plus ou moins amadouer par la voix et par l'idée du piano, du printemps qui renaît, mais c'est pas encore tout à fait le mood pour lui, si vous passez l'expression. Lui, il est en Fa dièse mineur. La voix le force à aller en La majeur, mais aussitôt que la voix a fini, et dit tout va bien, je te fais un sol bécard, sol, fa. Le piano overrule la voix, si vous m'excusez l'anglicisme, contredit ce que vient de faire la voix et vient remettre un sol dièse, que j'ai encadré ici, sol bécard fa dièse, sol dièse fa dièse, qui lui sert à revenir à son motif de début en fa dièse mineur. Donc manifestement, le piano n'est pas tout à fait d'accord avec la voix. On joue pratiquement sur 2 plans, une idée qui sera centrale, qu'on ne trouve pas tellement chez Schubert, mais qui sera centrale dans le lied chez Wolf et chez Mahler à la fin du romantisme. Le fait que la voix a son propre niveau psychologique et le piano amène quelque chose d'autre, de plus profond éventuellement. Même si là, ce n'est pas tout à fait bien défini. Et à la fin, alors que la voix a de nouveau essayé d'aller en Ré majeur, on finit en Fa dièse mineur. Et on finit sur une dominante. Résultat, l'accord de tonique officiel, Fa dièse mineur, on ne l'a jamais eu. Et le chanteur, il a fini son truc, ou la chanteuse, en pensant que la pièce est en La majeur, et voilà. Il y a donc une sorte de contradiction entre les deux que je trouve assez extraordinaire. Évidemment, le chanteur, sachant ce qui se passe au piano dessous, ne va pas le faire comme si c'était un thème en La majeur. Mais sur la partition, c'est assez intéressant à voir. Un autre des Dichterliebe, je n'avais pas prévu d'en parler, mais que je vous recommande d'écouter, c'est le tout dernier, qui est de nouveau une prise de congé des illusions du passé, où ce qui est exprimé, c'est qu'on va... Enfin bref, il y a une évocation de plein de lieux communs de la entre guillemets, mythologie allemande, mais au début c'est très solide, costaud, en disant j'ai besoin de, je ne sais plus exactement, de géants pour porter un grand cercueil, etc. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a un côté contine presque, et c'est très enfantin, très caricatural, vraiment mal écrit, presque exprès. Et soudain, on va comprendre pourquoi, au bout de 3 occurrences de ce motif. On va le jeter dans la mer. Vous avez une horrible septième diminuée. La voici. Pourquoi? Parce qu'il faut une grosse tombe pour ce gros cercueil. Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Sais-tu pourquoi il faut que ce sarcophage soit si gros et si lourd?
c'est parce que dedans, je vais devoir mettre mon amour et ma douleur. Voilà. C'est le deuil de l'amour et de la douleur. Harmoniquement, cette phrase est terrifiante. Le chanteur a terminé ici. Je ne vais pas faire l'analyse cette fois-ci, il a fini dans sa propre tonalité. Ce n'est pas encore vraiment fini. Et le piano n'a plus qu'à conclure. Et soudain, émergent du piano des gerbes qui vont nous mener dans la tonalité correspondante majeure, non pas do dièse mineur, mais ré bémol majeur, l'homonyme. Et vous avez encore une page de Schumann de la plus belle espèce, plein d'apoggiature et de chromatisme, de d'arcs de liaison par-dessus les mesures, etc., de rubato écrit. J'ai un étudiant à Fribourg qui, il y a quelques années, m'a dit c'est comme si les amours et les douleurs ressortaient du cercueil qui était plongé au fond du Rhin et qu'on les voyait qui s'envolaient dans l'espace. Je trouve que c'était une assez jolie image. Il faut comprendre qu'évidemment, c'est l'année où Schumann a épousé Clara. Peut-être qu'une fin pessimiste n'aurait pas été de très bonne loi. Donc, il rajoute de nouveau un piano qui vient contredire ce que la voix s'est évertuée à faire avant et qui nous donne une fin plutôt heureuse et optimiste, finalement, de ce cycle de Lieder. Troisième exemple, alors ça, c'est un must aussi. Il s'agit du quatrième mouvement de la troisième symphonie, intitulé Feierlich, c'est-à-dire solennellement. Quatrième mouvement. Normalement, une symphonie, Schumann en a écrit 4, hein, normalement, une symphonie a 4 mouvements, et le quatrième mouvement, c'est un final plutôt rapide et enlevé qui va conclure la symphonie. Ce mouvement a fait scandale à la création de la symphonie parce que les gens se sont demandé qu'est-ce que cette musique religieuse venait faire dans le cadre de la symphonie. Et en effet, il s'agit, paraît-il d'après Schumann, je n'ai pas contrôlé, d'une évocation de la cathédrale de Cologne. Mais en tout cas, il s'agit d'une musique qui ressemble à du contrepoint renaissanceau-baroque en mi bémol mineur, avec un rôle très important tenu par les cuivres, qui ajoutent justement de la solennité, avec de nouveau 3 élaborations à partir d'un thème initial qui fait très fugue de Bach. Hein. On construit le contrepoint progressivement, comme par vagues successives, et il en fait un vrai contrepoint, une vraie écriture à 3 puis 4 voix avec la basse. Là, c'est 3 voix. Bon, et puis il va le reprendre dans les pages suivantes, à partir d'ici, puis il finira par être mis avec un contrepoint de cordes qui est assez magnifique. C'est très beau. C'est très beau, mais ça n'a rien à faire dans une symphonie. Et c'est effectivement ce que les commentateurs de l'époque se sont demandé. Pourquoi Schumann, qui était vraiment vers la fin de sa carrière et plutôt retiré, disons, s'amuse-t-il à faire ce genre de choses dans le cadre de la symphonie? En fait, cette œuvre est l'illustration de quelque chose qu'on observe aussi chez Liszt, qu'on observe chez Mendelssohn, qu'on observera chez d'autres compositeurs du XIXe siècle, le retour de la dimension religieuse dans la musique. Cependant, comme pour la plupart des compositeurs, cette dimension religieuse ne doit pas être traditionnelle, on ne peut plus faire des messes ou des œuvres religieuses sur commande comme on en faisait à l'époque classique, il arrive assez fréquemment que cette dimension religieuse soit devenue symbolique ou, comme on le dit habituellement, spirituelle. Spirituel au sens moderne, ça veut plus ou moins dire religieux sans la religion, religieux sans la liturgie. Et là, vous avez face à vous une sorte d'œuvre spirituelle qui pourrait être religieuse, mais sans qu'il y ait un symbole chrétien, catholique ou protestant particulier. Toujours dans l'idée que la musique doit servir à toucher quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus authentique, de plus important que simplement les nécessités quotidiennes. Et évidemment, c'est ce que permettait de faire la musique religieuse, par exemple à l'époque de Bach. Lorsqu'on écrit de la musique pour Dieu, évidemment que ça doit dépasser les réalités quotidiennes. Mais au romantisme, écrire de la musique pour Dieu, c'est plus aussi simple pour la plupart des compositeurs, qui ne sont pas tous croyants. On verra ce que ça donne avec, par exemple, Berlioz et Verdi. Mais l'idée d'une musique qui a quand même gardé ce caractère solennel, ce caractère authentique et profond de la musique religieuse, explique aussi ce mouvement de symphonie et explique pourquoi les compositeurs romantiques ont adoré la musique religieuse de Bach, même pour ceux qui n'étaient pas protestants. À quelque part, le caractère spirituel, solennel, profond de la musique de Bach transcende les différentes religieuses. Et au romantisme, on part du principe qu'un musulman ou un bouddhiste ou un athée peut parfaitement apprécier la musique religieuse de Bach, bien que ce soit de la musique religieuse, c'est-à-dire à la base faite pour la célébration du dieu luthérien, enfin du dieu chrétien, et en l'occurrence dans la foi luthérienne. Donc voilà, une autre écoute recommandée pour la construction et le traitement des corps. Schumann est l'un des compositeurs qui a fait vraiment progresser l'écriture pour corps en introduisant les corps à piston dans la symphonie, notamment l'écriture orchestrale de Schumann. Aussi le signe que, pour moi, Schumann n'est pas du tout un mauvais orchestrateur, de même que Mendelssohn. C'est clair, c'est pas Ravel, c'est pas quelqu'un qui écrit une orchestration limpide, mais je trouve que c'est une orchestration généralement plutôt sombre qui se prête très bien
au style musical de Schumann. Mais ceci est un avis personnel. Et enfin, le concerto de violoncelle, premier mouvement, pour illustrer le conflit entre la spontanéité et l'intellectualité chez Schumann. Ce concerto de violoncelle donne généralement l'impression d'être une sorte d'improvisation de cantilène, on le dit assez souvent, de violoncelle sur un accompagnement généralement plutôt simple. Pas forcément harmoniquement simple, mais en tout cas simple dans l'écriture. Et pourtant, si vous commencez à faire l'analyse, vous allez vous rendre compte qu'il y a des renvois thématiques partout et qu'il y a une construction formelle digne d'un concerto de Beethoven, avec du travail thématique dans tous les sens, même aux endroits les plus inhabituels ou les plus inattendus. Alors, je n'ai pas le temps de faire un commentaire détaillé, c'est très dommage. Je vous recommande vivement de l'écouter. J'ai choisi une version de Stephen Isserlis que je trouve très bien, même s'il y a, je dirais même surtout parce qu'il y a beaucoup de variations de tempo et beaucoup de liberté laissée par l'orchestre au soliste. L'orchestre ne cherche pas à imposer les temps forts au soliste. Et c'est d'autant plus une bonne idée que le concerto est fait de cette manière-là, manifestement, dans l'écriture. Vous vous ferez votre propre opinion. Donc, on pourrait relever beaucoup de choses, notamment au niveau de l'harmonie, le fait qu'on n'impose pas des harmonies plutôt fortes. Les fonctions ont tendance à se diluer. Ça commence par une cadence plagale. Cadence plagale, la sous-dominante, c'est plus plagale, justement, c'est moins affirmé qu'une dominante. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire ressortir le violoncelle? C'est pas un concerto très gratifiant pour le violoncelliste solo. D'ailleurs, à l'époque, il a eu très peu de succès lors de sa parution, justement pour cette raison. Ça tombe pas facilement sous les doigts, c'est pas de la virtuosité facile, c'est très profond, mais bon, ça n'a pas très bien marché à l'origine. Comment Schumann fait-il pour mettre le violoncelle en avant, alors qu'il y a le problème que, encore une fois, c'est pas un concerto, disons, d'une virtuosité facile, et deuxièmement, c'est un violoncelle, c'est pas un instrument qui normalement est mis en avant dans les concertos. Quand vous le faites, le problème que vous avez, c'est que c'est un instrument plutôt grave, et sa tessiture la plus favorable, c'est celle-là, c'est-à-dire en bas de la clé de sol, en gros. Là où il est très mélodique et très chantant, ou juste un petit peu en dessous, comme ici. Mais c'est exactement la même tessiture que les violons. Et là, vous voyez que le mi, eh ben, les violons sont juste en train de le jouer. Donc, comment faire pour qu'on l'entende? Une des solutions trouvées par Schumann, c'est pas de mettre forté au violoncelle, ça serait vraiment trop bête, mais c'est de faire que le violoncelle soit le seul à jouer les temps forts. Et ça, c'est absolument génial, parce que du coup, l'accompagnement est complètement flottant. Regardez, même les basses loupent les temps forts et se retrouvent seulement les violoncelles sans les contrebasses, seulement sur les contretemps. Quant aux autres instruments, ils ne font que des battues à contretemps. On ne peut donc pas faire autrement que de se caler sur la mélodie du violoncelle pour comprendre le déroulement du discours. Bon, je ne vais pas faire une analyse détaillée. Je remarque quand même en passant, parce que si jamais vos profs d'analyse ne vous en parlent pas, ça serait dommage de ne pas le voir, il y a un superbe accord de Tristan dans la même tonalité, à la même position ici. Une des anticipations possibles de l'accord de Tristan, de Wagner. C'est pas très étonnant dans la mesure où Schumann est monsieur appoggiature à l'époque romantique. On l'a déjà vu, il y en a partout. Hein. Ça, c'en est une, par exemple, qui va d'ailleurs se résoudre 2 octaves plus haut sur le Ré. Bref, il y a des appoggiatures partout, et ça, c'est une appoggiature, ça, c'est une appoggiature. Bon, c'est une sixte augmentée, mais on peut aussi le voir comme une appoggiature. Bref. Suite d'appoggiature, retour de l'élément du début, cadence, tutti. Le tutti est, disons, peut-être l'élément le moins intéressant, parce que thématiquement, il ne joue pas un rôle très important, et, disons, il est même pas... disons, il est plutôt là pour mettre un ancrage solide de tout ce qu'on a eu jusque-là. Ce n'est pas le plus intéressant du concerto. On essaye de reprendre ce que le violoncelle solo avait fait avant, mais finalement, vous allez voir que le tutti échoue à moduler et nous ramène pratiquement dans la tonalité dont on était parti. Normalement, on devrait aller en do majeur hein, pour aller vers le deuxième thème. C'est d'ailleurs vraiment ce qui va se passer, puisqu'on était en la mineur, aller vers la relative. Mais au final, le tutti renonce, il termine sur ré mineur, qui est une sous-dominante, et c'est le violoncelle qui va très timidement nous installer la tonalité de do majeur, avec l'aide d'une pédale de dominante de basson, que vous voyez ici. Alors, encore une appoggiature. Hein. Sol, sol, la, do, si. Le do est aussi une appoggiature. On se pose la question, depuis la création de ce concerto, de savoir où commence le deuxième thème. Est-ce que c'est ce que je viens de chanter? Est-ce que c'est si, do, ré, fa, mi, ce que vous avez là? Ou est-ce que c'est la, fa, sol, la, mi, fa, sol, etc., que vous avez après? Comme souvent avec les grands compositeurs, c'est pas clair. Vous vous souvenez que je le disais déjà à propos de Mozart la dernière fois, alors que chez Mendelssohn, qui pourtant est un grand compositeur, pour moi en tout cas, c'est toujours très clair. Comme je vous l'ai dit, il respire forme sonate.
Là, ce n'est pas exactement une forme sonate parce qu'on est dans un concerto, mais on se demande quand même où commence le deuxième thème. Eh bien, je ne sais pas. Quelque part là au milieu, en do majeur. Et tous ces éléments thématiques, vous allez les retrouver plus tard. Je ne peux pas vous le montrer, je n'ai pas le temps, mais on va les retrouver tous un peu plus loin. Et ensuite, la mélopée continue, on retourne dans les aigus, etc. Bon. Vous voyez que ça fait très musique de chambre comme écriture de concerto. Ce que fait le reste de l'orchestre, c'est presque un récitatif. On continue avec cette espèce de marche d'harmonie qui vient de ce qu'on avait au début, cet élément qui vient du deuxième thème, enfin bref, on fait du travail thématique, et on fait un des pires anticlimax que je connaisse dans l'histoire de la musique. On prépare une cadence pendant 15 mesures en disant « Bon, tu vas avoir ta bonne cadence en do majeur, enfin l'orchestre va jouer un rôle important, on va avoir un vrai tutti ». Et au moment où on doit avoir la cadence, regardez que cette septième de dominante, crescendo, les bois qui entrent progressivement, c'est une cadence évitée. Et c'est une cadence évitée particulièrement... ça fait un peu l'effet d'ouvrir le four quand le soufflet n'est pas encore fini. Tout retombe d'un seul coup. Vous vous retrouvez sur un accord de sol dièse si mi, dominante de la, qui sera d'ailleurs même pas vraiment résolu lui-même. Et on se retrouve dans le développement. Le développement reprend cet élément patita-tita, ta-ta-ta-ta-ta, qui était issu justement du deuxième thème, de l'introduction du deuxième thème, et que vous allez retrouver partout, un peu en fugue. Le violoncelle essaye de faire toujours sa mélopée, l'orchestre continue. Remarquez que ça, vous pouvez tout à fait le rater si vous ne faites pas attention, mais c'est des éléments de travail thématique. Bon, etc., etc., etc. Finalement, il va lui-même se mettre à tenter de faire des réexpositions, mais il va se tromper de tonalité. Ça, c'est aussi assez typique de la poésie de Schumann. C'est le thème initial, mais il n'est pas dans la bonne tonalité. Et sous ce thème initial, vous avez qui est une reprise de qu'on avait avant. Donc de nouveau, du travail thématique à un des endroits les plus poétiques, entre guillemets, de cette œuvre. Ça continue en marche d'harmonie. Finalement, le violoncelle finit par adopter lui-même ce thème dont je vous parlais, qui était déjà présent là et avant, etc. Il en fait un développement, encore une marche d'harmonie, on tourne un peu autour, on en a une version liée, on en a une version en espèce de contre-sujet du thème qui apparaît au corps. Je savais que j'allais me perdre dans les détails. J'essaye de vous montrer donc que c'est un vrai développement avec du travail thématique, mais on a l'impression qu'il est à moitié improvisé et qu'on a des bouts de thème qui apparaissent par-ci par-là sans forcément de logique. Bon, et finalement, après de nouveau une sorte de grande figure de récitatif, si je puis dire, on va finir par avoir quand même la réexposition, mais à un endroit complètement inattendu. Ici, vous avez un accord de Do majeur, et en fait, on va comprendre seulement ici à la deuxième mesure qu'on est par une sixte augmentée. Attention, alerte sixte augmentée. C'est un des exemples les plus fameux que je connaisse d'utilisation de la sixte augmentée. On revient en La mineur. On est catapulté au milieu du premier thème. Et voilà la réexposition. Vous pouvez donc réécouter. On pourrait remarquer que sous la réexposition, alors qu'on se dit « Ah, ok, je sais où je suis », eh ben, les violoncelles continuent à faire un petit peu de travail thématique qui n'était pas présent au début. Donc il y a encore subtilement par derrière ces éléments, un peu comme dans le concerto de violon de Beethoven, on a des éléments thématiques qui finissent par se glisser un peu partout. Voilà. Dernière chose à remarquer, on se fond progressivement dans le deuxième mouvement. Je passe sur le fait qu'on est en La majeur et pas... Bref. On se fond dans le deuxième mouvement sans coupure. Schumann essaye d'éviter le caractère artificiel des concerts de l'époque où assez régulièrement on coupait les mouvements, où on donnait seulement un mouvement que par exemple le soliste avait vraiment envie de donner d'un concerto, et ensuite un lead tiré d'un cycle de Lieder, un mouvement d'une symphonie, un air d'un opéra, etc. Et évidemment, dans l'idée de Schumann, si on fait un lead, il faut faire tout le cycle. Le cycle a une unité, a une... Comment dire, c'est un seul truc. On ne peut pas tirer seulement un lead d'un cycle ou un mouvement d'un concerto. Donc, une des raisons pour lesquelles il réalise ce fondu enchaîné entre le premier et le deuxième mouvement, c'est d'éviter qu'on puisse couper. On est donc obligé de jouer les deux mouvements de façon consécutive. Mais bien sûr, c'est aussi une façon d'amener de la continuité dans le discours musical. Le deuxième mouvement étant lui-même une sorte de mélopée de violoncelle, toujours avec un travail thématique sous-jacent assez intéressant. Bon, je vais vous laisser là avec l'impression d'avoir seulement effleuré mon sujet. Je crois que je vais me résoudre à vous dire que pour Schumann, le plus efficace est effectivement d'écouter la musique. En regardant les partitions, en essayant, peut-être que vous en jouez ou vous en chantez d'ailleurs, en essayant de trouver ces éléments-là et de comprendre où Schumann a mis sa poésie et par quoi, techniquement, on peut retrouver la patte du compositeur dans sa musique.